J'ai regardé 2-3 interviews de Zucman quand c'était le cœur du sujet. Je trouve qu'il a une faille narcissique. J'ai trouvé ce monsieur idiot. On est 20 points au-dessus en termes d'imposition sur PIB que les États-Unis. Donc oui, New York c'est élevé, mais alors au global, ça va très bien. Le passage de l'impôt sur la holding en France là, a fait partir pas mal de monde quand même. Les seules personnes capables de se barrer d'un pays, ce sont les gens qui ont de l'argent. Si vous taxez les riches, ils partiront. À chaque fois qu'on parle de faire payer plus d'impôts aux ultra-riches, c'est le même refrain. La menace ultime de « ils vont se barrer ». Regardez par exemple à New York récemment, avec la victoire du candidat socialiste, c'était la panique. D'un coup, ça y est, tout le monde prédisait la fuite massive des milliardaires et qu'elle allait provoquer l'effondrement du budget de la ville, etc. parce qu'ils avaient plus payé d'impôts. Alors du coup, la question que je voudrais qu'on se pose dans cet épisode et pour démarrer avec Thomas et Maxime, c'est est-ce que finalement c'est un vrai truc ? Est-ce que les riches peuvent vraiment se barrer comme ça, ou est-ce que c'est juste un coup de pression sempiternel qu'on nous resserre à chaque fois ? Moi, autour de moi, le passage de l'impôt sur la holding en France, là, au 31 décembre, 1er janvier, etc., a fait partir pas mal de monde quand même. Donc à ta réponse... Alors, est-ce que tu veux expliquer ? Je suis pas au courant et peut-être qu'il y a d'autres gens... Je me souviens plus précisément ce qui est passé, mais il y avait la taxe Zucman, qui est une taxe sur le patrimoine qui n'a pas été votée. Du coup, à la place, ils ont voté une taxe sur les holdings, dont j'oublie précisément le critère, mais qui fait que tu étais taxé sur ce que ta holding détient comme patrimoine. Il faudrait regarder en 2 minutes sur Internet ce que c'est. Je l'ai oublié. Mais concrètement, ça va un impact fort pour ceux qui avaient sur leur holding des actions, des cryptos. Les cryptos sont très fortement taxés, et du patrimoine au global. Et donc, ceux qui en avaient beaucoup se sont barrés. Mais autour de moi, je sais pas si c'est un... J'ai pas les chiffres français. Ouais. Autour de moi, simplement, c'est l'exode. Ça s'appelle un exode. Mais on est d'accord quand même que ce régime fiscal des holdings en France, il est très avantageux comparé aux autres pays. J'avais même entendu des fois des gens parler de paradis fiscal de la France quand tu mets ton argent dans des holdings, que c'était beaucoup plus avantageux que dans d'autres pays. C'est n'importe quoi, mais Okay. tu veux que j'y réponde maintenant ? Je te répondrai au moment de la taxe du Zucman. Ok, vas-y, on y revient alors. Je vais en parler parce que c'est un peu trop long. Il faut que j'explique ce que c'est quand tu dis taxe sur les holdings. Je sais pas de quoi on parle en fait. Il faut qu'on regarde vraiment de quoi on parle précisément. Vas-y. Et tu verras qu'en fait, le diable se cache dans les détails et que c'est quand même un sketch d'appeler ça un paradis fiscal en France qui impose à 45% du PIB son pays. Je suis pas fou, hein. C'est déjà un truc que vous avez entendu aussi. Bien sûr, j'ai entendu. Ouais. Bien sûr. La question c'est, est-ce que c'est... Ah oui, Est-ce que c'est un coup de pression de dire ils vont se barrer, ou est-ce qu'ils vont vraiment se barrer si on augmente les taxes des Bernard Arnault et des Trump ou je ne sais qui ? Non, mais sur le fond, ces taxes-là, ces questions de taxer les riches, socialement, elles sont très intéressantes, globalement très justes. Le problème, c'est que c'est poussé par des politiques qui pensent que la France, c'est le centre du monde, pour parler de la France, et qui ne comprennent pas qu'on est dans une économie mondialisée. Ouais. Est-ce qu'on va toujours l'être ? Je ne sais pas. Mais que oui, moi je le vois, les jeunes riches et les très riches anciens, effectivement, se partent. Donc vous voyez des gens vraiment partir, quoi. Oui. Mais un Bernard Arnault, est-ce qu'il peut se barrer, par exemple ? Mais il l'a déjà fait, non ? Il peut même le faire partiellement, il peut le faire Mais fais ce que tu veux, tu veux au barrer fur tout et à bas. mesure. Il l'a déjà fait partiellement, effectivement. Non, ça, je pense que c'est un impact. Ouais, mais réel. donc s'il l'a déjà fait, ça veut dire que d'augmenter les taxes, ça va. D'ailleurs, pas il a changer. menacé de le faire. Mais tu sais, il y a un truc très simple. Hein, la taxe Zucman, elle a été appliquée en Norvège il y a 2 ans. Hein. C'est pas compliqué. Ils ont mis le même sujet de 2% d'imposition sur le patrimoine. Sur le top 400 des fortunes du pays, il y en a 100 qui sont barrés. Ça fait un quart et qui représente en plus 50% de l'impôt payé par ces gens-là. Donc c'est un truc qui a déjà été appliqué. Il y a énormément de data sur quand tu augmentes de 1% l'impôt, quel est le taux de départ. Mhm. Le problème, c'est que d'une étude à l'autre, tu n'as jamais 2 fois la même data. Donc, il y a des études qui disent que quand tu augmentes de 1% les impôts totaux du pays, les personnes les plus fortunées, le top 1 décile, il y en a 2% qui partent. Il y a des corrélations comme ça. D'autres études qui vont dire pas du tout. Regarde à New York, il ne s'est rien passé. Ouais. Regarde en Californie, les impôts sont très, très élevés à plusieurs égards. Les mecs sont quand même là, etc. Et en fait, il y a pas mal de critères qui viennent se rajouter au-dessus de l'impôt, qui vont faire fructifier le nombre de gens qui se cassent. Donc c'est multifactoriel, en fait. C'est pas bête et méchant. C'est très multifactoriel. En fait, Donc, c'est pas évident d'être aussi tranché que ça. Ok, Ça va ok. dépendre de plein de Faut choses. corréler C'est bien, ça fait un bon épisode alors. Ouais. Non, mais faut corréler ça, effectivement, à quel point aussi l'économie locale est prospère et te pousse à rester malgré que les taxes augmentent pour faire ton business, tu vois, avec des gens qui ont un pouvoir d'achat élevé, mais aussi à quel point la qualité de vie Ouais, c'est ce que j'allais dire. reste très bonne. Et tout le sujet, c'est que je pense que ces débats de taxes humaines, etc., dans certaines économies, et particulièrement la France, elles arrivent au mauvais moment où tout le monde a une sensation, je ne sais pas si c'est de l'ingérence d'autres États, ou si c'est réel dans les villes et dans les rues, mais tu as l'impression que tu as une qualité de vie moins bonne, qu'il y a plus d'insécurité.
Ça, les gens en parlent. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas, je sais pas. Mais c'est juste que ça n'arrive pas du tout au bon moment. Et donc, factuellement, moi, je le vois aussi. En tout cas, dans les riches, les gens partent. Bah, tu parlais de l'exemple Toi, c'était de. des copains qui se sont barrés. Ouais. Non, mais ouais, d'ailleurs, tu vis à Dubaï, toi. Non, mais ta blague sur. T'es entouré de gens qui se sont barrés pour des raisons Bah, fiscales. bien sûr, moi le Oui. premier. On Enfin, non, va moi, se faire pour le coup, moi cordoniser. personnellement, je me Il a suis dit pas. moi le premier. Non, mais moi, je me suis pas Mais barré oui. pour des raisons fiscales N'écoutez, parce que il je vient de gagnais. dire moi le premier, Mais en n'écoutez plus, plus la ce suite. qui est Non, en intéressant, fait, je me c'est suis que t'es barré à un pas moment où riche, je gagnais pas d'argent. Donc, Mais- c'était pas une question de payer, je payais Oui, mais trop c'était dans d'impôts. l'objectif où mais t'avais t'imaginais en t'avais gagner. les skills pour, à l'avenir, Voilà. gagner de l'argent. Voilà, tu t'es dit autant Il commencer était là, là-bas. Franchement, même pas. Ah ouais, Vraiment, c'était pas ton sujet c'était plus pour le côté prospère de l'économie là-bas versus ici. Et elle est Oui. prospère pourquoi l'économie là-bas? Ah oui, bien sûr. Parce qu'il y a plein Ah de oui, mecs, oui, bien sûr. c'est rempli de mecs hyper smart Ah, ils ont un super produit. qui Dubaï, sont pétés de pour attirer thunes, les gens, C'est qui ça, montent. Ah, c'est bah, ça. c'est magnifique quand je suis à Mais en Dubaï. tout cas, moi personnellement, c'est pas pour me mettre au-dessus de je suis plus Non, noble non, que mais- les autres, etc. Mais dans mon cas précis, j'aurais C'était pu pas à un autre complètement ça. moment de Ouais, ma vie. très bien. T'as Mais été- t'es entouré me de barrer gens pour les t'es taxes, entouré de gens mais qui ont voilà. pris ça comme décision en partie d'être sûr. à Dubaï pour des. Ah oui, D'ailleurs, le avec PDG de Bangladesh. Revolut est là-bas. Enfin bref. Et tu T'as parlais de pris ta qualité pioche de pour vie. aller miner, quoi. C'est ça. Et tu parlais de qualité de vie. Enfin, vivre dans un désert, faut quand même donner des arguments aux gens pour venir. Même maintenant, ils ont donné d'autres arguments avec l'infrastructure et la qualité de vie de manière générale. Mais au départ, s'ils n'avaient pas mis ce truc de taxes, Mais c'est pas pour autant que si le Congo mettait une taxe à zéro, on irait au Congo. Donc c'est pour ça que c'est une somme de choses qui font que c'est ça. la qualité de vie est très importante. L'écosystème entrepreneurial et business sur place est très important. Donc par exemple, à San Francisco, les choses, l'imposition est quand même assez folle. Mais l'argent est déjà tellement présent qu'en fait, tu te dis, mais si je vais là-bas, l'imposition est élevée, mais en fait, ma valeur d'entreprise sera quand même 3 fois plus forte parce Le coût d'opportunité est bon. Ouais. le coût d'opportunité est bon et du coup, tu y vas quand même. Mais au moment de payer, souvent, ils se barrent à Miami, ce genre de choses, 2 ans avant, etc. Malgré tout. Donc, mais ils se disent, c'est pas grave, je paierai plus tard. Donc, je commence là-bas, il y a beaucoup de capital. Puis après, je m'en vais. Donc, il y a des. Et la météo. C'est multifactoriel. Bah, c'est pour ça que je trouvais que Mais c'était. factuellement, si tu augmentes les impôts, en fait, les seules personnes capables de se barrer d'un pays, ce sont les gens qui ont de l'argent. C'est pas ta caissière, Bien sûr. c'est pas le chauffeur de train, et c'est pas, tu vois, c'est pas le prof d'école qui apprend en français des mathématiques à des élèves. Ils peuvent pas se barrer, eux, hein. Ceux qui peuvent se barrer, ceux qui ont de l'argent et qui ont des postes en fait qui peuvent être travaillés à distance, notamment sur ordinateur. Hein. Et donc, quand tu gagnes à partir de 5 000 euros par mois, et en vrai, quand tu montes beaucoup plus haut, à partir de 10K, 15K, 20K, etc., ceux qui payent l'impôt du pays, concrètement, hein, c'est eux qui prennent une énorme partie de l'impôt sur le pays, eux peuvent se barrer. Ils sont 4 dynamiques en marketing chez L'Oréal, ils travaillent dans un fonds d'investissement, ce sont des head of, des directeurs de vente, etc., etc. Eux, ils peuvent se barrer. Des entrepreneurs, etc. Et donc, factuellement, ils se barrent. Factuellement, ils se barrent. Après, il y a plein de choses qui peuvent les retenir, et donc c'est multifactoriel. D'un pays à l'autre, t'as pas les mêmes corrélations. C'est ça. Et même Et d'une donc, ville à l'autre. C'est pour d'une ça ville à que l'autre, c'était t'as pas la même intéressant corrélation. de parler du maire de New York. Exactement. Parce que New York, c'est presque une exception, j'ai l'impression. Je sais pas, faudrait que je regarde les chiffres parce que je sais pas si on va en entendre parler, mais il va Bah, j'ai donner, une vidéo, si tu veux. il va donner les chiffres qu'il arrange lui, et tu verras que si je prends en 2 minutes mon téléphone, je trouverai des chiffres qui donnent d'autres réalités. Donc c'est jamais facile. Là, j'ai une vidéo justement sur le cas de New York précis. C'est pas des chiffres exacts, c'est plus. C'est un peu à la manière du petit journal à l'époque, et même quotidien, je crois qu'il continue de faire ça, où il montre d'année en année l'évolution du discours. Ah, j'aime bien ça. Les New-Yorkais vont fuir. Ils vont fuir New York à cause de Zoran Mandani. À mes amis libéraux qui répètent « Bon, les taux d'imposition, ça compte pas ». Alors pourquoi, Sean, tout le monde quitte New York ? Vous ne voyez pas ce qui se passe ? Même à New York City, il commence à manquer d'argent. Pourquoi ? Parce que les riches déménagent. La population de New-Yorkais qui gagne au moins $1 million a quasiment doublé depuis 2010. Il y a 34 000 New-Yorkais qui gagnent au moins $1 million ou plus. Donc en vrai, il y a quand même quelques chiffres. Et c'est intéressant quand même de Différentes voir choses. l'évolution du discours et versus la réalité. Ouais, mais d'abord, c'est autre chose parce que New York et une grande partie des riches de New York, c'est basé sur l'immobilier. Hein, et donc, tu peux pas te barrer comme ça parce que tu es fiscalisé là où ton centre économique est. Donc, même si tu as 50 maisons à New York et que tu te barres, tu seras quand même fiscalisé à New York. Ça marche pas comme ça. Ensuite, lui, il donne l'évolution du nombre de millionnaires. Il te dit pas d'où ils viennent. Moi, si je vais à New York, je suis considéré comme un millionnaire new-yorkais. Et la question, c'est pas est-ce qu'on peut devenir millionnaire à New York, c'est une fois qu'on l'est, est-ce qu'on se barre. Et donc en fait, une fois qu'on a de l'argent, est-ce qu'on se barre. C'est ça la vraie question. Et ensuite, c'est qu'il faut quand même accorder le fait que malgré tout, dès qu'on augmente les impôts, t'as cette espèce d'épouvantail qui est que tout le monde va se barrer, ce qui est factuellement pas vrai non Voilà, plus. c'est ça. Mais néanmoins, c'est pas parce que c'est pas vrai qu'on n'atteint pas, je crois que ça s'appelait la courbe de Phillips en économie, on n'atteint pas à certains niveaux des paliers qui fait qu'on finit par se casser. Ouais. Et donc, c'est pas parce que quand on est passé de 22% à 24% d'impôts dans un pays, tout le monde s'est pas barré, alors que peut-être qu'on avait déjà le même discours à l'époque, que lorsqu'on passe, que si on passe de 45% à 50%, on va pas se barrer. C'est-à-dire que la propension à se barrer à chaque nouveau pourcentage d'augmentation d'impôts augmente. On parle de New York, je tiens à préciser que le pourcentage d'impôts sur le PIB
aux USA, au global, c'est autour de 25%. Entre 22 et 27, ça dépend comment tu comptes les chiffres. En France, c'est 45%. Non mais gardez ça en tête. On est 20 points au-dessus en termes d'imposition sur PIB que les États-Unis. 20 points, c'est quasiment 2 fois. Donc oui, New York, c'est élevé. Mais alors au global, ça va très bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que c'est multifactoriel. Il faut leur reconnaître que on leur sort la tambouille à chaque hausse d'impôt, que tout le monde va se barrer, que c'est pas complètement vrai. Néanmoins, il y a des impositions ou des règles d'imposition qui sont moins bien tolérées que d'autres. Celle sur le patrimoine, elle fait très très mal. Et en fonction de l'imposition de chaque ville et de chaque pays, il y a quand même des points de rupture. En fait, à la réponse, si vous taxez les riches, ils vont se barrer. La réponse semble contextuelle, c'est-à-dire si la ville ou le pays dans lequel s'imposent ces nouvelles taxes, ce nouveau régime de taxes, a une valeur réelle et une valeur perçue très bonne, non. C'est ça. Alors que si les gens sont là juste pour ne pas payer de taxes et d'un coup tu leur mets des taxes, ils vont se barrer. Ou qu'ils étaient très contents parce que tu avais une économie florissante locale, une qualité de vie, etc., une bonne météo, et que d'un coup, tu as certains de ces facteurs-là qui sont en déclin. Moi, par exemple, je me pose la question de partir de Paris. Il y a 2 critères. Il y a en effet l'imposition, que j'ai toujours payé avec joie depuis que j'en paye. Avec joie, vraiment? Ouais. Genre, Avec joie. t'as un sourire au moment de signer le Parce chèque? que je trouvais que le niveau d'imposition, moi, me concernant, avec les trucs Macron, etc., je suis à 34% d'imposition sur l'equity que je vends. J'ai pas envie que ça aille beaucoup trop au-dessus, mais je trouvais que c'était OK. Là, ils l'ont monté à 38,5. Ça commence à être un peu plus embêtant, à mon sens. Tu vois, c'est vraiment une question de où est-ce que tu te places. Mais je trouvais que c'était OK, donc j'étais OK, parce que je suis tout à fait OK de redistribuer. Je trouve ça très bien, si tu veux. Mais pourquoi, là, je me pose la question maintenant? Parce que d'abord, l'impôt a augmenté fortement, et en local, au niveau de la mairie de Paris, et au national, au niveau de tous ces trucs-là. Et que 2, ça s'accumule au fait que la ville de Paris en elle-même, je suis pas satisfait de comment j'en vois, comment, au global de la France et de Paris, du coup, parce que j'habite à Paris, comment cet argent est géré. C'est-à-dire que je vois les systèmes se dégrader malgré une imposition en France qui a explosé depuis 50 ans. Je vois la sécurité, moi j'habite autour de République. Je suis pas satisfait des week-ends que je vois place de République avec des drapeaux dans tous les sens et un bordel sans nom, sans fin, etc. etc. Ouais, mais après, c'est la poule et l'œuf, parce que peut-être que s'ils te prennent un peu plus d'argent, ils vont avoir un peu plus d'argent à dépenser et qu'ils vont pouvoir améliorer la sécurité. Non, parce que etc. la sécurité s'est dégradée. Il y a énormément de critères qu'on peut. Alors, encore une fois, il faut donner des chiffres pour être précis. Il faut pas crier au n'importe quoi du matin au soir, mais on va, sans donner de chiffres précis, la sécurité s'est dégradée. À Paris, depuis 30 ans, c'est assez bien traqué. Et pourtant, on fonctionne beaucoup plus qu'avant. Donc, tu vois, c'est pas lié directement. Mais on a le même problème en entreprise. En entreprise, c'est toujours le réflexe un peu consultant de dire embauchons 6 personnes, faisons ci et ça a amélioré le truc. Mais pas du tout, en fait. Là, parfois, il faut virer 30% des gens. Tu deviens plus efficace, plus pragmatique, tu dépenses plus ton argent, etc. Et donc, c'est pas parce qu'on augmente les budgets que ton revenu augmente ou que le service que tu produis pour tes clients est meilleur. C'est complètement faux. C'est un peu pareil. C'est pas parce que l'État prend 5% de PIB en plus que le service devient meilleur. Et donc, factuellement, ce qui pose problème en France aujourd'hui, je crois, pour les gens, c'est l'acceptation de l'impôt. Et c'est le fait que cet impôt a explosé en un siècle, et a fortiori depuis 1970, explosé, littéralement explosé, et que pour autant, il y a une impression, il y a un ressenti. Déjà, c'est important, le ressenti est important. Comme disait Jospin, le sentiment d'insécurité. Il a perdu l'élection là-dessus. Il y a un ressenti de dégradation des services qui, en plus, se back par des faits. Aujourd'hui, hier, cette semaine, on a annoncé que le PIB moyen français était passé en dessous de la moyenne des pays d'Europe. C'est quand même incroyable quand tu vois où était la France il y a 50 ans. On est passé en dessous de la moyenne des pays d'Europe. Les services de santé, on n'est plus du tout au top de ce qu'on était à l'époque. On conserve historiquement, parce qu'on a un reliquat qui continue à exister, des services qui sont dans certains domaines à la pointe, mais au global, ça se dégrade. L'accès aux trucs se dégrade. D'ailleurs, du coup, classique, l'État fait des lois maintenant pour forcer les médecins à aller dans les zones on fait des mauvais modèles, et du coup, après, on contraint les gens à faire des choses pour continuer, pour que le modèle casse pas tout de suite. C'est typiquement ce qu'on fait. Voilà. La sécurité, j'en ai parlé. L'éducation, on voit bien qu'on n'est plus du tout au top mondial de l'éducation. Les études montrent qu'on dégrade un peu plus et on peut continuer sur toutes les fonctions régaliennes de l'État. Et donc, tu as cette impression qu'on paye de plus en plus sans en voir les fruits. Et la conséquence de ça, c'est que quand tu as de l'argent et que tu as les capacités de partir, tu vas peut-être à Dubaï. Parce que quand tu vas à Dubaï, encore une fois, je suis allé 1 semaine dans ma vie, la sécurité, elle est incroyable. Genre, il n'y a pas un putain de papier par terre.
C'est d'une propreté, mais complètement folle. Toi, tu irais où là? Tu disais que tu réfléchissais. Tu t'évalues quelle destination? Moi, je regarde Tel Aviv. Ah ouais. Pourquoi je regarde Tel Aviv, indépendamment des sujets géopolitiques du moment, que je mets de côté 2 minutes? Ça doit être social aussi. T'as des proches là-bas. J'ai personne. T'as personne là-bas? Ah, j'ai aucune famille, absolument personne. Pourquoi? Plusieurs trucs. J'ai trouvé et tu vois que c'est pas que lié à l'impôt, mais en fait, il y a aussi un peu d'impôt. J'ai trouvé le niveau de vie sur place qui est assez incroyable. C'est un peu comme Los Angeles en plus petit. Ouais. T'es sur la ville principale, t'as du surf, du beach volley. Moi, c'est mon Ouais. sport, beach volley, etc., etc., etc. Il y a des restaurants partout, tout le monde sourit. C'est extrêmement libre. T'as donc des gays partout qui se tiennent la main, qui s'embrassent, etc. Les filles sont très peu couvertes, etc. T'as un sentiment de liberté, etc., qui est très agréable. Ouais, Et donc, j'y suis allé par hasard cette année, en plus dans un contexte qui n'était pas top. Et bah, pour autant, j'ai apprécié le vécu. Ah, j'entends. Et en plus de ça, il se trouve que, mais c'est vraiment pas un peu comme Mohamed, c'est vraiment pas l'unique critère, mais il se trouve qu'en plus de ça, tu as 0% d'impôt pendant 10 ans. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on ne part pas uniquement pour des raisons fiscales, mais quand tu additionnes des raisons fiscales avec des sujets conjoncturels qui fait que le secteur tech là-bas n'a rien à voir avec la France, C'est si tu veux. excellent, ouais. Ils ont levé 2 fois plus d'argent que toute la France l'année dernière J'avoue, ouais. sur une zone qui est plus petite que la Bretagne, encore Et une eux, fois. leur règle, c'est 0%. Et donc, t'accumules tout ça, tu dis, allez, pourquoi pas, tu vois. C'est 0% d'impôt pendant 10 ans. Ouais. C'est maxi. Toi, tu dois pas partir. Maxi intelligent. J'ai pas dit que je partirais, je dis que tout ça fait que certaines personnes partent, Ouais. mais ça peut être drivé comme premier truc qui impulse en mode encore une hausse d'impôt, encore un truc. Si en plus ta copine, ça fait 3 fois qu'elle se fait un peu agresser ou qu'on lui parle mal dans la rue. Si en plus t'as dû mettre un système de sécurité chez toi parce que t'avais peur qu'on vienne te cambrioler. Ah, bien sûr. Si en plus t'as 2 potes à toi qui se sont fait couper les doigts pour des raisons de crypto machin, etc. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Si en plus t'as un truc sur les réseaux sociaux, un truc économique qui se polarise un peu. Si en plus en bas t'as les drapeaux à la con, des slogans qui te plaisent pas trop, etc. Et again, etc., etc. Ça. Si en plus t'as un petit problème de médecine et que sans payer, c'est ce qui m'est arrivé, tu dois attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous, etc. Si en plus, bah, quand t'as l'argent, tu finis par dire pourquoi pas. Voilà. C'est pas que l'impôt. Mais ça peut être un déclencheur. Non, moi, j'y réfléchis pas. Parce que j'ai réalisé, il y a plus ou moins récemment, que du coup, ma plus grosse currency, c'était mon temps de vie. Et que ça a été démontré, et moi je l'ai très bien ressenti pour avoir testé quelques villes. En fait, ma vie sociale, la majorité de mes amis sont à Paris, et qu'en fait, ou en France. Et qu'en fait, si je optimisais autre chose que ça me servait pas grand chose d'avoir de l'argent sur mon compte en banque. C'est une excellente réponse, mais d'ailleurs, c'est très très juste. D'ailleurs, Et je suis pas quand on s'est croisé en bas de l'immeuble avec Mo, je lui ai dit est-ce que tes potes te manquent pas? Il me dit mais en vrai, j'ai un gros réseau là-bas d'amis, etc. En fait, ça, je me suis installé, ça fait longtemps qu'il est là-bas, etc. Moi, je sais que si je pars, c'est un gros sujet qui va avoir un problème. Et c'est pour ça que j'ai pas dit que je partais d'ailleurs. Ouais. C'est C'est ce qui nous retient. C'est pour ça Après, que moi, je suis bien sûr, et pour ça que tout le monde parle pas en fait. T'es quoi? Je suis beaucoup moins riche que toi, je pense, dans les faits. Donc, ce qui fait que la question me trigger moins, mais je veux très bien comprendre comment, à des plus grands niveaux de richesse, la balance, ça commence à... Surtout si tu peux voyager un peu tout le temps, mais c'est un trigger. C'est pour ça que tout le monde ne part pas. Gardons en tête quand même sur ce sujet amis, famille and co, que c'est très parisien comme sujet. Parce que sinon, la 3/4 des gens, en fait, qui ont des carrières qui fonctionnent bien, ont commencé en province, ont quitté la province, C'est clair. sont allés à Paris et du coup sont déjà habitués à avoir leurs parents et leurs amis d'enfance plus loin d'eux. Complètement. Ouais, Quand c'est on est à mon Paris, cas, personnellement. Voilà. Quand on est à Paris, vu que tout le monde est là, en fait, bah nous, on reste là et quand on part, ça fait chier les parents, ça fait chier les amis, etc. Parce que c'est un peu moins habituel. Tu vois, aux États-Unis, pareil. Aux États-Unis, à 18 ans, ils se barrent au collège, ils se barrent à l'université et en fait, c'est tout à fait normal. En parisien, etc., bah ça fait un peu chier. Donc, si je devais partir quelque part pendant 5 ans, par exemple, pendant 40 ans, j'en sais rien, qu'importe où c'est, bah moi, je sais que c'est un truc qui m'embête parce que culturellement, on m'a dit, mec, c'est pas cool de partir vrai. loin de ta famille et tout. Ouais. Ce qui n'est pas le cas des gens qui sont nés ailleurs, quoi. Si on recentre un peu le débat sur le côté loi, etc., Pas commencer. est-ce que les ultra-riches payent assez d'impôts ou pas? Pour ça, je vous propose une petite vidéo du père spirituel de Mamdani, le maire de New York, que vous allez reconnaître. Et enfin, et peut-être le plus important, il faut exiger que les plus riches et les grandes entreprises commencent à payer leur juste part d'impôts. Taxer les riches, taxer les riches. Tax the rich, tax the rich. Donc Bernie Sanders, tax the rich. Ce qui est intéressant quand même dans la vidéo, c'est qu'il parle de deux choses qui sont complètement différentes. Il parle des taxes des milliardaires, mais aussi des entreprises, des corporations. Ouais, ce qui a vraiment rien à qui voir. en sont effet. deux sujets vraiment différents. Et Ouais. moi, personnellement, ce qui me gêne le plus, c'est les corporations comparées aux milliardaires qui sont... Je suis d'accord. Bon, déjà, ça t'aura pas échappé que de dire des slogans qui tapent sur la tête des riches, ça fonctionne toujours très bien. Ah oui. Donc, il y avait
Aubry, la députée LFI, il n'y a pas longtemps, qui avait un t-shirt qui arborait taxer les riches. C'est vraiment agressif. Hein. Taxer les riches, son t-shirt comme ça. Elle était en train de se prendre en photo, je crois que c'était à la Commission européenne, comme ça au Parlement européen. Très bien. Donc ça n'aura pas échappé que le rôle des hommes politiques, c'est de faire des vues, comme n'importe quel influenceur, et de plus en plus d'ailleurs. Et que donc avoir ce type de sujet, de cette façon de parler extrême, ça fonctionne, donc ils le font. Le problème, c'est qu'en même temps, ils font du mal au pays en échange d'avoir quelques vues. Et moi, c'est ça qui me dérange. Il n'y a aucun tabou. Est-ce qu'il faut plus ou moins taxer les riches ? Il faut définir le mot riche, mais plus ou moins taxer les riches, j'ai envie de te dire pourquoi pas, c'est des sujets qui se discutent, il faut regarder les impacts sur l'économie, etc. Mais là, c'est pas dit comme ça, ni chez Mamdani, ni chez ce monsieur. C'est dit en mode taxer les riches avec une logique un peu marxiste, un peu de regardez-les là-bas, ils refusent de payer, c'est à cause de eux que les choses vont mal pour vous, etc. Et c'est là où ça déconnant. Hein. Pour faire un peu l'avocat du diable, il parle aussi d'optimisation fiscale, des boîtes et des gens qui donc font t'as les gens et t'as les boîtes. Beaucoup d'optimisation et qui du coup ne payent pas ce qu'ils devraient payer s'ils optimisaient pas, entre guillemets. En fait, tout le sujet, c'est si on arrivait à avoir accès à leur intention, est-elle pure ou est-elle intéressée pour être populiste ? Si elle est pure de dire, OK, il faut rendre plus de pouvoir à la population, aux 90% de classe moyenne, c'était ça. Oui, le problème, effectivement, c'est qu'on a quelques preuves qu'ils ils défendent leurs intérêts perso, ils veulent monter, et c'est populiste. Mais dans le fond, ils ont raison. Hein. Enfin, on le sait, optimiser fiscalement quand t'es riche, t'as accès à des super pouvoirs que la classe moyenne n'a pas accès, voire ne connaît pas. D'abord, je me permets, si je reprends la France, on taxe à plus de 45% le PIB. Encore une fois, c'est dur à se mettre dans le crâne de ça, mais sur la totalité du travail que tous les Français produisent chaque année, l'État en ponctionne quasiment la putain de moitié pour décider à notre place où le dépenser et quoi en faire. Bon, ça me paraît toujours un peu fou, mais je mets ça de côté. On n'est pas loin d'Amazon, ce qu'on parlait l'autre fois. On n'est pas loin de l'autre podcast. Hein, ouais. Donc, il faut juste le garder en tête. Une fois qu'on a dit ça, à peu près la moitié va dans la redistribution sociale. Et on passe d'un écart entre le top 1 et le dernier décile au niveau du pouvoir d'achat, du revenu, etc., qui passe de 18 fois à 3 fois. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de redistribution. Cet argent vient d'où ? A priori, il vient des gens qui sont riches. Il y a plus de la moitié de la population qui, en net, est bénéficiaire des services de l'État. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'ils payent en impôts, c'est inférieur aux services qu'ils reçoivent. Exactement. Il faut ChatGPT le sujet, il faut regarder précisément le chiffre, mais c'est bien au-dessus de la moitié. Et il y a ceux qui ne sont pas bénéficiaires, qui sont déficitaires des services de l'État. En comptant tout, hein, les transports, les infrastructures, la santé, etc., etc., etc. Il y en a qui payent plus, parce que sinon ça ne marche pas. Factuellement, ça s'appelle la redistribution. Elle vient de qui ? Des riches. Et donc, de manière générale, on peut parler de tout, et il faut le faire, mais cette façon de pointer du doigt les gens qui en fait financent tout, parce qu'en fait c'est eux qui financent tout, je la trouve vraiment malsaine et vraiment pas belle. Parce que peut-être qu'ils ont des comportements d'optimisation à gauche à droite, mais à la fin de la journée, c'est eux qui financent. Bien sûr. Et on pourrait de temps en temps les remercier gentiment, les célébrer, au passage célébrer l'innovation, l'entrepreneuriat et le succès, plutôt que du matin au soir les insulter. Et donc quand Martine Aubry, Martine Aubry, je sais plus, Aubry, là, députée LFI, elle a son taxer les riches, son t-shirt, je trouve vraiment pas que c'est le bon mindset. Ça pourrait être quoi un slogan qui serait aussi populiste et sexy, en mode optimize the state ? Parce que ce qu'on dit, c'est que on taxe déjà beaucoup, mais il est mal dépensé, donc il y a un problème d'optimisation. Et ce serait intéressant de se poser la question, quel serait le slogan populiste sexy qui serait équivalent à optimize the state, qui pourrait compete avec le tax the rich ? Je sais pas si c'est possible, en fait, juste. Faudrait en trouver un, ça pourrait être ça, c'est comment on réoriente un débat qui devrait être porté sur quel est le bon niveau d'imposition, qui les paye, à quel montant et pourquoi est-ce qu'on en fait. C'est un débat hyper intéressant, c'est le fondamental. En fait, c'est les fondements du business model d'un État. Et qu'on le réoriente vers ça avec d'autres slogans et qu'on s'échappe de ce truc d'extrême gauche, de taxer les riches, comme ça, qui en fait est juste délétère. Hein. Et qui oppose les gens, encore une fois, de plus en plus. T'as des gens qui ont 18 ans, 19 ans, etc., et qui sont là, on leur met dans leur tête que c'est pas de leur faute s'ils n'y arrivent pas, parce qu'il y a des gens qui prennent tout l'argent et que le méchant milliardaire que Cyr optimise tout, alors mais qu'est-ce qu'il fait que son milliard, il pourrait pas donner 100 millions d'euros à la cause, etc., etc. Toutes ces pensées-là, il y aurait un monde sur lequel on trouverait des slogans plus pertinents qui feraient que la gauche reste à gauche et pas à l'extrême gauche. Mais est-ce que, j'essaie d'aller dans le débat encore, est-ce que si les riches et surtout les corporations ne faisaient pas d'optimisation fiscale, est-ce que justement ça résoudrait pas une grosse partie du problème où il y aurait plus besoin d'augmenter les taxes à chaque fois, etc. Alors, t'as deux sujets. Hein.
T'as les corporations d'un côté et les êtres humains de l'autre. Dans les deux cas, c'est tout à fait logique d'en parler. On monte et on baisse les impôts, c'est des décisions politiques, c'est une sorte de pricing. Parfois, il faut les monter, parfois, il faut les baisser. Il y a des niches qui sont mal faites, mal abusives, qui ne fonctionnent pas, tout simplement. Et donc, il faut les changer, les discuter, etc. Tu as la Cour des comptes qui fait des rapports tous les ans sur plein de trucs. Et c'est des débats très sains. Moi, je reproche le mindset derrière le débat, pas le débat. Ensuite, sur les corporations, ou sur les êtres humains d'ailleurs, ils suivent les lois. Il faut changer les lois. Moi, j'ai une boîte, je fais 1 milliard d'euros de revenus et 100 millions d'euros de bénéfices. Je suis en France, j'opère dans 32 pays différents et je vends des kiwis. En tant qu'entrepreneur, mon rôle, ça va être d'optimiser fiscalement l'impôt que je paye pour, à la fin, qu'il me reste le plus d'argent à réinvestir ou à donner à mes actionnaires, d'ailleurs. Je suis payé pour ça, c'est tout à fait logique, en fait. D'ailleurs, c'est les fondements du capitalisme. Adam Smith, là, invisible, etc. Je vais faire ce qui m'arrange le mieux, et si tout se passe bien, en fait, ce qui m'arrange le mieux devrait, in fine, arranger un peu tout le monde. Si on considère qu'il y a des lois qui sont mal faites, il faut les changer, il n'y a aucun problème avec ça. Et donc, par exemple, moi, j'ai du mal avec des Google qui vont faire plein d'argent en France, mais qui, par des montages fiscaux à la con, font remonter le bénéfice en Irlande et payent en Irlande des impôts bien plus bas qu'en France. Je suis contre ça. Et donc, que le revenu soit taxé là où il est généré, je trouve ça très, très bien. Par contre, j'irai pas insulter Google de faire des montages pour améliorer ça. Google, vraiment, il s'en tape d'aller améliorer les finances publiques de l'État français. Alors, ça rend pas son taf, en fait. Le mec n'est pas français, il s'en tape, quoi. Lui, c'est de remonter le maximum d'argent pour après le réinvestir là où il pense que sa boîte devrait investir pour être la plus forte dans 10 ans. C'est tout. Et donc, il y a des lois qui doivent être changées, de toute évidence, parce qu'elles sont mal conçues à la base. Mais encore une fois, j'irai pas insulter Google parce qu'il optimise sur ses fiscalités, quoi. Bah justement, en parlant de loi, il y a eu une tentative de loi récemment à la taxe Zuckman. Ouais. Est-ce qu'on peut donner plus de détails sur la taxe en elle-même? Enfin, la loi, j'ai l'impression qu'il y avait plein de choses, mais l'esprit de la loi, c'était plutôt... J'ai l'impression qu'il y avait deux pans. Il y avait un côté augmenter tout simplement le pourcentage ou en tout cas taxer des choses qui n'étaient pas taxées avant, etc. Mais il y avait aussi un truc de combattre, dans la philosophie de Zuckman, peut-être pas dans la loi, mais de combattre aussi l'évasion fiscale, de mettre, comme tu le disais, en place des lois qui empêchent les entreprises et les humains d'aller échapper aux taxes par des montages, etc. Si vous voulez, j'ai une première vidéo sur le premier aspect. Les milliardaires ne payent pas ou presque pas d'impôt sur le revenu. L'impôt plancher sur la fortune que je défends, il concerne 1800 foyers fiscaux qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. C'est un impôt minimum, un impôt plancher, qui est égal à 2% de votre fortune. Les catégories sociales populaires, les classes moyennes supérieures, paient peu ou prou 50% de leurs revenus en prélèvement obligatoire. Mais les milliardaires, 2 fois moins, seulement 25%, parce qu'ils ne payent quasiment pas d'impôt sur le revenu. Les grandes fortunes utilisent une technique qui est la holding familiale pour échapper à l'impôt sur le revenu. Elle fonctionne comme une société écran, c'est-à-dire qu'elle permet aux très gros patrimoines de toucher des revenus, en l'occurrence des dividendes, c'est l'essentiel de leurs revenus, sans avoir à payer l'impôt sur le revenu. Donc effectivement, là on parle vraiment d'une nouvelle taxe sur le patrimoine. Moi, sans vouloir dénigrer personne, j'ai trouvé ce monsieur idiot et dangereux. Dangereux parce qu'il a l'air très sympathique, très gentil. Je pense que c'est un mec qui a un bon fond, un bon type, si tu veux. Et donc ça rend le truc dangereux parce que t'as envie d'aller prendre une bière avec lui et d'aider le monde comme il le fait. Il a un bon fond, je pense qu'il le fait parce qu'il veut vraiment changer les choses, etc. Idiot parce que volontairement, il confond tout. Donc d'ailleurs, il le dit, personne l'attrape sur ce sujet, mais il parle d'impôt sur le revenu. Donc les milliardaires payent moins d'impôts sur le revenu que les Français en moyenne. C'est tout à fait vrai. Pour la simple et bonne raison qu'un milliardaire ne se verse pas de revenus. Très simple. Si tu as déjà pris 10 millions, et que tu as 10 millions sur ton compte en banque, quel est l'intérêt de te verser un revenu? Donc tu vas faire... l'année suivante, tu gagnes, et on ne parle pas de milliardaire, là, tu vas gagner sur ta holding, par exemple, 1 million d'euros parce que tu as une boîte de conseil et tu vends du conseil en stratégie à je sais pas qui. Tu as réussi à faire des dividendes, il te reste 1 million. Tu te les verses pas. Ça sert à rien. Pourquoi les prendre? Donc, ils restent sur la holding. C'est taxé, du coup, à l'impôt sur la société. Ça fait 1 million d'euros de bénéfices sur ta holding. C'est taxé à 25%. Là, ils vont le remonter, etc. Et that's it. Mais c'est pas ton argent, hein, parce qu'il est sur la holding. Et t'as pas le droit de l'utiliser à titre perso. Sinon, tu vas en prison. Ça s'appelle des abus de biens sociaux. Tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, il est sur ta holding.
t'as pas le droit de voyager avec, t'as pas le droit de manger avec, t'as pas le droit d'acheter un yacht, un appart, rien du tout. Tu peux optimiser quelques trucs, etc. Mais si c'est borderline, tu te fais attraper et c'est amende et prison. En revanche, t'as donc gagné 1 million sur ta holding, t'as payé 25% d'impôt. Donc, l'impôt, entre guillemets, que t'auras payé, c'est 25%. À titre perso, l'impôt sur le revenu, t'as payé 0. Conclusion, les riches payent moins d'impôts que les Français parce que le mec qui, lui, gagne 100 000 euros de salaire brut chez Google, lui, il va se taper 45% d'impôts sur la tranche maximale, etc. Ça va un peu moins du coup, là, mais voilà. Et donc, c'est ça sa conclusion. Ce qui est complètement erroné. Complètement débile, en fait, parce que c'est pas son argent, il l'a pas touché, il n'est pas à lui, l'argent du riche en question, vu qu'il ne s'est pas versé d'impôts, il n'est pas versé de revenus. Donc, on compare des choux et des carottes pour faire des grandes lignes, des headlines, des grandes news de journaux et dire les riches payent moins, et c'est répété à l'infini auprès de gens qui, du coup, sortent dans la rue, mettent des t-shirts et disent taxer les riches. Et si tu augmentes l'impôt, tu peux du coup augmenter l'impôt société sur les holdings, au global. Si tu veux être à 25%, tu montes à 50% sur l'impôt sur les bénéfices, et donc que tu deviens le pays au monde qui taxe le plus les bénéfices, je crois qu'on peut être tous d'accord que ça va détruire l'entrepreneuriat, l'entreprise au global et l'innovation. Donc il ne peut pas faire ça. Et donc qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur ? Tu m'as posé la question qu'il fallait résumer un peu c'était quoi le sujet. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur ? Il s'est dit, je ne peux pas augmenter l'impôt sur le bénéfice, ou pas trop, parce que ça, pour détruire un pays, c'est quand même magnifique. Je ne peux pas augmenter l'impôt sur le revenu. Parce que finalement, on pourrait dire ça. Parce qu'ils n'ont pas de revenus. Voilà. On va dire, augmente l'impôt sur le revenu. Parce que, selon lui, il trouve des montages fiscaux pour le contourner, ce qui n'est pas vrai. C'est juste qu'ils ne s'en versent pas et qu'ils n'ont pas. Et donc, c'est pas leur argent. On peut argumenter qu'ils ne se versent pas d'argent parce qu'ils savent qu'ils vont payer de l'impôt s'ils se versent. C'est exactement pour ça qu'ils le font. Mais le sujet de fond, il est intéressant. C'est est-ce que la captation de richesse, elle est trop inégale ? Elle n'est pas effectivement sur l'argument des revenus et où tu mets la taxe, effectivement, ça se débat. Mais sur les inégalités de captation de richesse et qu'en plus, il y a de plus en plus d'effets composés, plus t'en captes, et en plus, il y a du déterminisme social. Sur le fond du débat, ils sont intéressants. Parce que si on se dit qu'on veut que l'argent qui est dans les holdings, il reparte dans l'économie, oui. Parfois, c'est pas le cas. Il y a des gens qui réinvestissent l'argent de leur holding pour créer des entreprises, mais il y en a beaucoup qui l'accumulent. Alors d'abord, c'est pas vrai. Ou pas dans l'économie réelle, ouais. Ça aussi, c'est pas pareil. Ouais. Alors ça, c'est pas vrai. D'abord, personne garde son cash en cash sur une holding, puisqu'il tourne il n'est pas rémunéré, et tu tapes 3% d'inflation tous les ans et tu perds de l'argent. Oui. Donc d'abord, personne fait ça. Les gens l'investissent dans des trucs, soit dans l'économie réelle, en investissant dans l'immobilier, ce qui fait tourner un pays. L'immobilier, c'est le premier truc en France, c'est le premier secteur qui fait tourner le travail et tout. Dans l'immobilier, dans l'achat de X, Y, Z, etc., dans l'investissement dans des entreprises, etc., soit ils investissent dans des fonds, dans des assurances-vie, dans des fonds de retraite, etc., etc., etc. Et en fait, ça fait tourner d'autres choses, concrètement, parce qu'on a besoin de cet argent. L'État, notamment français, qui se rémunère grâce aux assurances-vie, etc., a besoin de cet argent. Donc d'abord, c'est pas vrai. Cet argent ne dort pas, ça n'existe pas, ne dort pas sur des comptes en banque. Il est réinvesti de plein de manières différentes. Ce que veut l'État, c'est ponctionner encore une fois plus pour que ce soit lui qui décide où est-ce qu'on l'investit. Mais il est déjà investi. Tu parlais d'économie réelle. Pourquoi c'est pas investi dans l'économie réelle ? Si tu investis sur une assurance-vie, ça ne tourne pas dans l'économie réelle en soi. Même si l'assurance-vie, après elle-même, de son côté, investit l'argent. Oui, ou si tu la mets sur le S&P, tu fais marcher des entreprises américaines. C'est juste qu'on est dans une économie mondialisée. Donc non, il faudra regarder. J'avoue que je suis pas du tout assez fin sur le sujet pour répondre à cette question. Mais par contre, un débat intéressant que qui n'a pas été relayé dans les médias mainstream, c'était de savoir est-ce que il avait reçu une valise, ce monsieur, d'autres économies qui, d'un point de vue de taxation, sont plus avantageuses, ou même juste d'ingérence et d'État qui voudraient déstabiliser la France. Ça, c'est complotiste, mais ce que je trouve intéressant, c'est que peut-être que the most likely outcome is the most entertaining. Et ce serait drôle En plus, c'est un économiste, donc je pense que comment camoufler une valise, je pense qu'il saurait le faire, tu vois. Ça pourrait être intéressant de voir quel est son... Et encore une fois, c'est une histoire d'intention. Est-ce que son intention, elle est pure ? Il est convaincu de ce qu'il dit, et après, ça se défend, pourquoi pas ? Par contre, s'il a une incentive autre... Ça ne se défend pas. Si. D'ailleurs, au demeurant, ça a été essayé. On n'a pas encore expliqué c'était quoi la taxe Zuckman d'ailleurs, mais ça a été essayé. Donc c'est fait de taxer. Vu qu'il n'arrive pas à le taxer, c'est pas où le taxer. Il veut taxer le patrimoine détenu. Juste pour information, ça a été essayé en Suède, en Allemagne, dans les années 90, ça a été enlevé. Ça a été essayé en Norvège depuis 2 ans. Fuite en avant. C'est une folie. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe ? Et c'était la deuxième proposition de Zuckman d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça ? Parce que les riches se barrent. Pour répondre à la question que tu as posée il y a pas longtemps, parce que les riches se barrent en Norvège. En les voyant se barrer, au lieu de rentrer dans un écosystème un peu différent sur lequel tu tentes de pousser les gens à venir, ils ont mis une exit tax maintenant. Donc si tu te barres, tu dois te délester de, je crois que c'est 38% en Norvège, du patrimoine que tu as. Ouais. Puis tu as même des pays... Tu vois la logique, la façon de penser.
C'est de plus en plus ça, malheureusement. C'est plus tu fais un business model qui fonctionne pas, comme la médecine en France, par exemple, plus du coup, tu vas contraindre les gens par la force à faire ce que l'État pense qu'il devrait être fait pour X, Y, Z. T'as même des pays qui bloquent les flux de capitaux sortants, carrément. Bah, bien sûr, Argentine, etc. Machin, pendant des années, dès qu'il y a des problèmes d'inflation, bien sûr. Je suis pas assez pointu politiquement, économiquement pour répondre. J'ai regardé 2-3 interviews de Zuckman quand c'était le cœur du sujet. Et j'avoue que moi, s'il y a un sujet sur lequel je pense pas me tromper, et je pense que tout ce bordel n'est lié qu'à une chose, c'est que ce monsieur, pour moi, de mon specific knowledge, qui est quand même RH, d'analyser des humains, des entrepreneurs, savoir sur qui miser, etc., je trouve qu'il a une faille narcissique. Et qu'en fait, je pense qu'il avait juste besoin de lumière. Je pense qu'il sait qu'il dit des dingueries à des moments, mais qu'il recherchait la lumière. Il en avait besoin peut-être pour après écrire un bouquin et capter extraire de la valeur du marché. Mais j'ai vu trop de signaux que le mec était beaucoup trop content d'être sur les plateaux de télé. Beaucoup trop. Il y avait un truc un peu... Je ne saurais pas comment l'expliquer, hein, mais pour moi, c'était... Oui, c'est pas le cliché de l'économiste à lunettes. Ouais, mais après, quoi. C'est un gars qui passe bien avec cam, quoi. Après, moi, j'essaie de pas faire de procès d'intention. Si tant est qu'il croit ce qu'il dit, et qui veut faire bouger le monde, et qui pense que ça aide à faire bouger le monde, tu ne peux pas le faire sans devenir connu et te marketer, si tu veux. Et donc, ça va un peu avec. C'est comme si tu voulais être acteur, mais que tu n'avais pas une lumière, bah, tu seras compliqué. Si tu veux être journaliste, bah, tu préfères avoir le prix Nobel en question. La question, c'est est-ce que tu le fais pour ou. Ouais, on saura. C'est un moyen ou une fin. On saura jamais, mais sûrement un peu des deux. Probablement vu qu'il a fait énormément de plateaux, il doit quand même. Il est devenu connu, Sarah. Il doit un peu jouir de cette notoriété, probablement. Après, j'ose imaginer que il a réfléchi au sujet en amont, parce qu'il a passé une décennie là-dessus de mémoire, parce qu'il voulait probablement changer les choses. Donc, tu vois, c'est juste qu'il se trompe complètement et que j'ai l'impression, moi, qu'il fait exprès de se tromper et qu'il se fout de notre gueule, quoi. C'est ça qui me dérange. Si tu veux. Peut-être, je reviens à taxe Zuckman. Il veut taxer de 2%, du coup, les patrimoines au-dessus de 100 millions d'euros. Donc, et par patrimoine, c'est liquide ou illiquide. Donc, t'as une maison, t'as des actions, des cryptos, ce que tu veux, c'est liquide. Et puis, il y a des trucs illiquides, typiquement des parts d'entreprise. C'est là où il y a un problème. Et donc, il considère, sans rien comprendre au sujet, que si tu as plus de 100 millions d'euros de patrimoine, qu'est-ce que ça va te faire, franchement, que tu donnes 2 millions à l'État? Ouais, franchement, tu as déjà 100 millions. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est ça son raisonnement. S'il ne comprend pas, d'abord, on en revient au capitalisme et le droit à la propriété. Au bout d'un moment, prendre 2% par an, c'est un peu limite sur la logique même du capitalisme, mais mets ça de côté 2 minutes et oublions toute idéologie. S'il ne comprend pas, c'est que quand tu tiens les parts d'entreprise, c'est pas liquide. Que donc les 100 millions, tu ne les as pas. Donc quand tu as 20% d'une boîte qui vaut 1 milliard, par exemple, ça vaut 200 millions, tu fais comment pour en sortir 4 millions à la fin d'année? Tu peux pas. Quand on lui a dit ça et qu'il a un peu bégayé sur un plateau, que j'ai regardé, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu cette absurdité de dire qu'il pourrait les vendre aux employés de l'entreprise. Là, je me suis bien marré. Je me suis imaginé les 1000 employés ou je sais pas combien d'une boîte comme Mistral, etc. Chaque année, il fallait qu'ils achètent 30 millions d'actions. À la comme limite, si, mec, dans la tech, ça se fait, mais c'est très dur. Et les gens, ils ont souvent pas de quoi mais bien sûr acheter que non, leur il faut BSPCE. être perché Il y pour a dire d'autres ça. mécanismes. Mais alors, dans des PME, elle explique quelque chose. Et dans des PME, le mec qui a une... En fait, il ne vit que dans la théorie et dans le réel, ça se voit qu'il n'y a jamais mis les pieds. Ouais, exactement. Il ne pourrait pas dire ça, en fait. Et t'as une sidérurgie qui fait un peu de truc, t'as 100% de la boîte, elle vaut 100 millions, etc. Et tu vas proposer chaque année à tes employés d'aller acheter 2-3 millions de... Mais qu'est-ce qu'ils racontent, en fait? Et donc après, quand on lui a dit ça, plus ou moins bien fait, parce que les journalistes, c'est pas leur spécialité non plus, ce genre de sujet, donc les réponses sont jamais magnifiques. Après, il dit ça, il fait, c'est pas grave, on force la vente et des investisseurs viendront. Donc là, je dis, c'est magnifique, en fait. Mais en fait, c'est génial, c'est que trouver quelques millions d'euros par an, indépendamment de te prendre des mois de travail, en fait, c'est tellement simple de lever de l'argent. Puis du coup, on va faire bien un truc. Donc après, on lui a répondu que ça allait faire des entreprises étrangères, etc., et que ça allait donner les capitales aux étrangers. Donc là, il a répondu, non, on va obliger le truc à des Français. Donc là, je suis allé regarder sur Internet, puis tu vois qu'en France, il y a un investissement entre 20 et 25 milliards d'euros en société non cotée par an. C'est quand même très petit. Hein, et que s'ils faisaient ça, en fait, il fallait trouver 2 fois plus d'argent, on ne sait pas d'où il vient. Et que donc là, on va forcer... des gens en France à vendre ça à d'autres personnes en France. Du coup, vu que l'acheteur, il sait que le mec n'a pas le choix, il doit vendre 2%. Sa boîte, elle vaut 1 milliard. Il doit vendre 2% de son truc, lui, il a 100 millions. Il faut vendre 2 millions. Ouais, il va le lowball. Il va lui dire, moi, j'essaie de ça, mais au quart de sa valeur, il sait qu'il n'a pas le choix, il lui reste 3 mois pour trouver ça. Etc. Et il a fini par dire, l'État français pourrait peut-être du coup prendre des parts. On aurait commencé à avoir l'État français qui rentre au capital, ça commence le bordel. Payer sur les impôts des Français. Et tu vois la logique un peu absurde. Tout ça pourquoi? Pour forcer des gens à vendre des actifs non liquides sur lesquels, même si ça a de la valeur, ils n'ont jamais pris 1 euro à l'instant T, etc., etc. Alors qu'en réalité, ils seront taxés au moment de la vente de ces actions. Donc s'il a 100 millions d'actions non cotées et qu'il les vend, il prendra 38% d'impôt sur la tête
et ça, en plus de l'impôt sur le bénéfice qu'il a payé, et toutes les charges, etc., et ça me paraît quand même déjà pas mal. Et donc, je reviens à ce que je disais. Ce monsieur, je trouve que c'est un idiot dangereux. Idiot parce que soit il se fout du monde en racontant ses sornettes, soit après avoir passé 10 ans, il n'a toujours pas compris comment marchait l'économie réelle, et dangereux parce que comme il a l'air très gentil, ça donne envie de croire à ces informations. Et quand il dit sur des vidéos comme ça, vous vous rendez compte que les riches payent 25% alors que les gens payent 50%, le lambda qui regarde ça a envie de crier et sauter de son canapé en disant mais c'est scandaleux, quelle bande d'enfoirés tous ces riches. Et donc en plus ça crée de la fracture sociale. Mais si je suis ton raisonnement, si si cette taxe elle s'applique que aux capitaux liquides, ça fonctionnerait? Du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait passer ça sur la holding. C'est ça qui est passé à la place. Au lieu de taxer, ils ont dit du coup, on va taxer 2% des actifs fictifs, des actifs liquides sur les holdings. Encore une fois, ils taxent quelque chose, ils taxent un revenu qui n'a pas été constaté. Si tu as des actions L'Oréal, tu as 1 million d'euros d'actions L'Oréal, tant que tu les vends pas, non seulement c'est pas dans ta poche, mais c'est même pas dans la poche de la holding. C'est dans la poche de personne. Donc c'est un peu particulier. Donc il faut vendre les actions L'Oréal pour aller payer la taxe, ce qui au demeurant. J'aimerais bien regarder les impacts que ça fera à la vente, sur le Bitcoin, sur tous ces trucs-là. Là. Quand à chaque fin d'année, tout le monde devra liquider, pour ceux qui ont plus de X, Y, Z, des montants faramineux, etc. J'aimerais bien voir l'impact que ça aura, à mon avis. Tout le monde est au courant que 3 jours avant, il faut vendre, donc ça aura des impacts sur les cours de marché. Je mets ça de côté. Et donc déjà, ils taxent un revenu qui n'est pas constaté, c'est juste des actions L'Oréal, ça va faire baisser le cours de L'Oréal, etc. D'abord, et deux, ils ont, vu que tout le monde protestait, ils ont décrété qu'ils n'allaient pas le faire sur les trucs liquides, mais uniquement sur les trucs illiquides de prestige. Mais donc là, ils ont ciblé les gros bateaux, les machins, etc., etc. Et c'est plus 2%, c'est 20% qu'ils ont passé. Je crois pas dire de bêtises en disant ça. Je suis en live, donc on verra. Du coup, c'est plus raisonnable ou Ils ont taxé 20%. Je sais pas, c'est la même logique. T'as un bateau, t'as acheté un bateau qui vaut 10 millions. Ben, taxer 20% dessus. Mais tu fais comment pour les 20 ça marche comment en fait? Donc soit tu as 20% à côté de disponible tous les ans. Ouais. Alors je sais pas si c'est annuel là ou si c'est en one-off ce qu'ils ont passé, mais peu importe dans la logique. Soit tu as du liquide, etc. Soit tu n'en as pas, il faut que tu vendes ton bateau. Donc ça a plein d'effets de bord absurdes. Mais surtout par rapport aux fondamentaux même du capitalisme, de l'économie, etc. C'est délétère. Mais parce qu'on est dans cette logique, et on revient au début de ce qu'on disait, folle de penser que les riches ne payent pas d'impôts. Non, les riches ne payent pas beaucoup d'impôts sur le revenu. Mais c'est eux qui payent la grande majorité de l'impôt tout court, vu que la grande majorité du pays est bénéficiaire de l'État et pas déficitaire. Et donc, en fait, en prononçant les mauvais mots et en faisant croire les mauvaises choses, on arrive à des politiques délétères, socialistes plus, encore une fois, et qui surtout créent une fracture sociale qu'on voit revenir, qu'on voit poindre du nez entre les blancs, les non-blancs, les hommes, les non-hommes, les riches, les pauvres, etc., etc. On voit le truc monter, alors qu'au final, malgré tous les problèmes qu'on a, on n'a jamais eu un revenu disponible, individuel, par tête de pipe dans le monde aussi élevé. C'est ça quand même la conclusion. Et donc c'est un peu triste de voir qu'on l'oublie et qu'on continue à se battre ou à créer des nouvelles fractures pour des raisons politiques probablement. Malgré tout, tu parlais de le fait que c'était pas basé sur des vrais trucs. Malgré tout, il y a quand même quelques riches qui ont été arrêtés qui ont triché et qui sont allés ils se en font attraper, justice, etc. En parlant d'attraper, je vous propose de jouer au jeu Attrapez-les tous. Qui parmi ces riches, selon vous, justement, se sont fait attraper? Drahi, c'est sûr. En plus, je crois qu'il vit en Israël. Il n'y a pas d'extradition. Je suis sûr qu'il s'est fait attraper, lui. Bernard Arnault, non. Bernard Arnault, non. J'en ai pas entendu parler. Je parle vraiment de ceux qui ont été condamnés. Hein. Condamnés. Non, Bernard Arnault, je pense qu'il sait qu'il a trop besoin d'être carré pour être là où il est. Donc, je dirais non. Ok, donc Bernard Arnault, c'est vert. Ok. Balkany, oui. Non, Balkany, c'est évidemment. Balkany, il avait des trucs opaques un peu partout avec des sociétés prête-nom, etc. Balkany, c'est évident. Serge Dassault, non, c'est pareil, c'est comme Bernard Arnault. Voire même, ça a été étouffé. Enfin, c'est trop central par rapport à l'État pour qu'il ait tenté quoi que ce soit. Drahi, je sais pas. Eliane Bettencourt, j'aurais parié sur un oui, mais juste pas fait exprès parce qu'elle
elle a mal géré. Elle savait pas ce qui se passait. Elle a eu confiance. Ouais. C'est beau la brand quand même. Ouais, c'est ça. Elle a géré un des plus gros empires du monde, mais elle comprend pas trop. Moi, je vais te dire, je pense qu'en fait, il faut voir ce qu'on appelle redressement fiscal. Évasion fiscale, là. Évasion fiscale, on peut tout Ah, se c'est faire. évasion fiscale. Ah, c'est évasion fiscale. Parce que je crois que c'était redressement, effectivement. Bah, que évasion, c'est- Parce que c'est lié, redressement, tout le monde finit par payer une amende à la C'est fin. un peu ça, c'est un peu ça mon point. En fait, je pense en réalité Non, sur que l'évasion. même évasion, c'est un redressement basé sur des flux supposément que tu n'aurais pas dû faire comme ci comme ça, les lois changent tout le temps. T'as J'en pas ai te dit, déclaré moi, l'argent que tu gagnais. Et moi, je te dis 5 sur 5. Ah, bah, Non, sur Eh, tous. ils sont tous passés par là. Sur l'évasion. Ouais. Et Attends, mais évasion, parce que- leur parce que- holding comprise, etc. Ouais, c'est ça mon point. Parce que Bettencourt, par exemple, elle habite en France. Donc, elle c'est habitait. partiel, mais du coup, je dirais aucun. Non, Drahi, c'est sûr Ok. que Drahi, c'est sûr Toi, que tu oui. dis tout le monde, toi, tu dis Ouais. OK. Bon, la réponse Balkany Et et là, Serge Dassault. Drahi, il s'est jamais fait pour évasion. Ouais. Putain, j'aurais juré. Tous les autres ont été Non, lui, poursuivis, lui, c'est de la mais ils ont gestion obtenu un d'entreprise non-lieu. bancale, je crois. Ils ont été poursuivis, mais ils ont eu un non-lieu, ou alors l'affaire a été classée sans suite. D'accord. Alors, selon vous, est-ce En gros, qu'ils c'est ont... lesquels ont des bons avocats. C'est ça. Est-ce qu'ils ont juste mieux compris Alors, les on règles peut pas- on peut pas réfléchir comme ça. Quand la Non, justice je- tranche, faut en je accepter le plaisante, jugement. je Parce que plaisante, je même si plaisante. c'est sûrement très vrai ce que tu viens de dire. Je hein, mais- plaisante, je plaisante. Pour terminer sur Zuckman, le deuxième aspect de sa thèse, on va dire, c'est aussi comment on fait pour attraper ces gens-là qui partent de la France. Tu parlais de la exit tax dans certains pays, Parti. etc. J'imagine que ça va C'est- être ça. Voilà le système que lui propose. Le risque à appliquer une taxe uniquement en France, c'est le risque de l'exil fiscal. C'est quelque chose qu'on peut choisir d'accepter, de tolérer, comme on le fait actuellement, mais on peut aussi choisir de le combattre et de le limiter. Alors je vais vous donner un exemple très précis. Aux États-Unis, si vous avez la nationalité américaine, vous devez payer des impôts aux États-Unis où que vous viviez jusqu'au restant de vos jours. La France, pour le moment, c'est l'extrême inverse. Si quelqu'un est devenu milliardaire en France, a vécu 60 ans, 70 ans en France, et maintenant choisit de s'expatrier, de se délocaliser en Suisse ou en Belgique, immédiatement on arrête de taxer cette personne. Ces deux systèmes sont incohérents l'un comme l'autre. Moi, ce que je propose, c'est un entre-deux qui consiste à dire que si vous avez vécu longtemps en France, vous êtes devenu très riche en France, alors la France peut continuer à vous taxer pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et la logique, elle est évidente. Si vous êtes devenu milliardaire en France, c'est parce que vous avez bénéficié des infrastructures, des services publics, de l'éducation. Enfin, la création de richesse, elle est toujours collective. Et donc, il n'y a aucun droit naturel à s'exiler comme ça une fois fortune faite et à ne plus avoir rien à payer nulle part. Hein, Thomas, la logique, elle est évidente quand même. Bon, déjà, il finit par rien à payer nulle part. C'est pas vrai. Quand tu vas dans le pays en question, tu payes les impôts du pays en question. Deuxièmement, il y a déjà une exit tax en France. Hein. Donc, quand tu te barres en France, on vient te taxer, encore une fois, avant la réalisation des gains en question. On vient de ponctionner, je ne sais plus quel montant, quelque chose comme 30%, les actifs que tu as sous-jacents. Donc, si tu as une entreprise, par exemple, on vient de taxer une partie de ça quand tu te barres. Mais ce qu'il dit là, donc de continuer à payer des impôts pour la France, même quand tu n'es plus résident français. Alors moi, je suis pas contre. Je suis assez contre l'exit tax, pour être franc, qui encore une fois te ponctionne alors que tu n'as encore rien pris. Et en fait, c'est parfois tout simplement impossible. Tu ne peux pas partir de France. Donc c'est un vrai sujet. En revanche, je suis pas contre ce qu'il dit là, pour une fois, qui est que quand tu as vécu 70 ans en France, 50 ans en France, 40 ans en France, quand tu te barres, tu sois pas juste à zéro et bonne soirée. Parce que je suis d'accord que la France a contribué à pas mal de choses pour toi et que c'est normal que tu lui rendes à Paris. Je me demande précisément dans quelle mesure tu fais ça. Alors les Américains, c'est vrai, alors, c'est pas tout à fait juste ce qu'il a dit d'ailleurs, il a dit tu continues à payer à vie aux États-Unis, c'est pas vrai. Tu as une double imposition, on appelle ça comme ça. Alors, ils font Tu le continues à différentiel. payer si les impôts chez qui t'es sont moins élevés qu'aux Américains, qu'aux États-Unis, tu payes la différence. C'est tout. Quand tu vis en France, en réalité, tu payes rien parce que les impôts en France sont plus élevés. Donc basta. Et donc c'est pas tout à fait vrai ce qu'il a dit. Là encore une fois, il joue avec les mots un peu tout le temps. Mais en revanche, ils ont ce principe-là que je trouve, à titre perso, ça me ferait chier, si tu veux, mais que je trouve pas complètement déconnant dans la logique. Toi, tu es totalement contre, évidemment. Non, mais je suis pas objectif sur ce débat. Moi, j'aime la chanson de John Lennon, Imagine. Je rêve vraiment qu'il n'y ait pas de border. Je suis libertarien, j'avoue. Et Mais moi aussi, mais pas là-dessus. La construction même d'un pays. Je me sens vraiment, pour le coup, no joke, j'adore la France, mais je me sens vraiment citoyen du monde et le débat m'intéresse peu parce que j'aime. En fait, je pense que modifier de manière incrémentale le système, globalement, c'est ce que propose Isaac Zuckman. C'est rarement intelligent et ça crée rarement du positif. Par contre, serais essayer de plutôt revenir dans- à la racine et de Ouais, se dire comment on repenser repart d'une feuille totalement le blanche truc. et de redesigner le Ouais. système, là, je trouve qu'il y a des sujets plus intéressants. C'est juste tellement dur à faire et personne n'a vraiment les couilles de le tenter, dont les populations de voter pour ces gens-là.
que c'est un débat Mais stérile. On il y arrivera ressemblerait pas. à quoi ce système du coup? La réponse n'est pas des magots. J'irai pas te dire que j'ai assez réfléchi pour te dire je pense qu'il faudrait qu'il ait ce design. Ouais. Moi, j'aimerais qu'on se mette avec beaucoup de gens autour de la table, regarder les effets de bord du passé, etc., et tenter de redesigner quelque chose de beaucoup plus libertaire. J'espère avec, en vrai, ouais, une forme de communisme qui arriverait à marcher. C'est très, très utopique ce dont je parle. C'est pour ça que je crois beaucoup en l'IA. J'espère que ça va nous amener là. Je sais pas le système. Bah justement, c'est ce dont on a parlé dans l'épisode précédent que vous pouvez retrouver ici, où on parle de la mort du capitalisme et comment, avec l'IA, ça pourrait créer un nouveau monde qu'on essaie d'imaginer dans cet épisode qui est juste ici.